Quand un patient parle, le psychologue n'entend pas seulement un discours ou une histoire. Il entend le lieu d'une souffrance, des hypothèses à son sujet, des conflits, des répétitions, des émotions assumées ou non, des biais cognitifs, des croyances, et j'en passe. Mais surtout, le psychologue fait en permanence un aller-retour entre ce qu'il sait de la psychologie et ce qu'il entend et perçoit de la personne unique qu'il a en face de lui. C'est ça qu'on appelle l'articulation théorico-clinique. Personnellement, je trouve que c'est un mot extrêmement barbare, parce que j'entendais tout le temps ce terme d'articulation théorico-clinique lorsque j'étais étudiant et que ça ne me parlait absolument pas, et qu'aujourd'hui, dans les supervisions que je propose aux collègues, eh bien, je vois bien que c'est pas toujours très simple pour eux non plus. Et donc, ils se sentent parfois paumés face à certaines psychothérapies qu'ils mènent. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer très concrètement comment ça fonctionne l'articulation théorico-clinique. Pourquoi est-ce que c'est central dans notre métier? Si on enlève cette articulation, le psychologue devient quoi? Eh bien, quelqu'un qui donne des conseils, qui rassure, qui partage des opinions ou applique des méthodes toutes faites. Bref, on perd le soin. Et on ressemble trait pour trait au gourou de santé mentale que je dénonce d'ailleurs dans cette vidéo, sur laquelle vous pouvez cliquer ou vous aurez dans tous les cas le lien en description sous la vidéo. Ce qui fait la différence entre une discussion sympathique et un travail thérapeutique, c'est justement cette capacité à relier des modèles théoriques solides et compris, j'insiste là-dessus, avec la réalité vivante et particulière du patient qu'on a en face de soi. Vous allez voir, dans les exemples concrets que je vais donner, comment la théorie, quelle qu'elle soit, psychodynamique, TCC, schéma systémique, etc., vont permettre aux psychologues qui les utilisent de les articuler et les mettre au travail conjointement avec son patient. On va simplifier. La théorie, c'est tout ce que le psychologue a appris. Stade de développement, mécanisme de défense, trauma, attachement, structure psychodynamique ou structure psychique, dynamique relationnelle, etc., etc. La clinique, c'est la rencontre avec une personne singulière, avec son histoire, ses mots, ultra important ça, sa chaîne signifiante qui lui est propre, ses contradictions et conflits, bref, vous m'avez compris. Et donc, l'articulation théorico-clinique, c'est utiliser la théorie pour comprendre la personne, jalonner ce qui la structure, délimiter ses fonctionnements appris ou spontanés, sans jamais la réduire à la théorie. La théorie devient une boussole, et certainement pas une prison. La théorie est l'image structurée de la psyché du sujet, un peu comme les jeux quand nous étions enfants, les jeux où il faut relier des points. Plus on note et on relie des points, et plus l'image du sujet et de son fonctionnement propre se dessine. Allez, on va un peu ouvrir la boîte noire. Pendant que le patient parle, le psychologue se demande par exemple « Est-ce qu'il y a un mode relationnel qui se répète ?» Et à ce moment-là, vous appelez ça comme vous voulez. Complexe oedipien, style d'attachement, schéma de répétition, peu importe, c'est pas ça qui est important. Comment cette personne gère l'angoisse? Quelles sont ses ruminations? Pourquoi? À quel moment? Quelles sont ses crises d'angoisse? Est-ce qu'elle a des addictions, etc. Qu'est-ce qui est évité? Une relation, une situation, une contrainte ou une responsabilité. Quelle est la relation d'objet? Qu'est-ce qui se rejoue ici avec moi dans le transfert? Etc., etc. Mais attention, ce ne sont pas des certitudes au départ pour le psychologue. Ce sont des hypothèses de travail qui vont évoluer séance après séance. Le clinicien construit donc une compréhension progressive qu'il pourra soumettre au moment opportun à son patient. Soit parce qu'il n'est pas encore prêt, soit parce qu'il a des étapes de compréhension de soi préalables en amont, soit parce qu'il a une urgence à changer des comportements en premier lieu pour aider à aller mieux dans l'ici et maintenant le plus vite possible. Ça, c'est vraiment entre les mains et l'expérience du psychologue qui doit faire ce qu'on appelle respecter la temporalité de son patient. Une fois que le psychologue a ces éléments en tête et qu'il estime que c'est le bon moment de faire entendre à son patient quelque chose de son fonctionnement ou de ses croyances dont il n'avait pas conscience, alors il le met au travail sur ce sujet précis pour que ça ouvre un nouveau champ des possibles. Changer un comportement, une représentation, une posture, une croyance, une réponse face à un stimuli, peu importe. Mais chose ultra importante, le psychologue propose à son patient, il ne décide pas à sa place. Par exemple, une personne vient pour arrêter de s'énerver dans son couple.
On travaille ensemble et on s'aperçoit des mécaniques en jeu derrière ces emportements. Une fois que le patient a conscience de ce qui se joue pour lui, on n'a pas à lui dire « vous allez faire ceci ou faire cela ». Le patient est libre à présent, vu qu'il est conscient de ce qui se passe chez lui, mais aussi dans la relation, de s'il souhaite arrêter le comportement, le continuer ou choisir une voie médiane. Le psychologue est garant de la compréhension du sujet, pas de ses décisions. Je tombe toujours sur des partenaires qui finissent par m'abandonner. Pourquoi est-ce que je les attire tout le temps ? Si je reste au niveau du bon sens, je pourrais dire « il faut mieux choisir, ma petite dame ». Mais le psychologue pense autrement. L'articulation théorico-clinique, c'est se demander ce qu'on entend. On entend une angoisse d'abandon, bien évidemment. On entend la croyance profonde par le toujours et le tout le temps que cela ne peut pas être autrement. On entend aussi le fait qu'effectivement, cette personne y est pour quelque chose, en tout cas dans ses représentations, elle ne se cache pas sur un mode défensif où elle n'aurait rien à voir avec ce qui se passe dans sa vie. Donc, y a-t-il une peur d'abandon ancienne ? Si oui, laquelle ? Et est-ce réel ou une interprétation ancrée ? Ou encore, a-t-on eu un abandon dans la famille ? Des amis, du harcèlement, des choses comme ça. Est-ce qu'elle parle de partenaires amoureux ou de partenaires sexuels ? Parce que ça ne s'interprète pas du tout de la même façon. Une manière inconsciente de choisir des partenaires indisponibles, par peur de l'engagement, parce que la personne est factuellement insupportable en couple peut-être. Personnellement, je viens théoriquement de poser des biais cognitifs, des croyances, je vais chercher à trouver quel est son type d'attachement prédominant, etc. Ça, c'est la théorie. Mais je vais aussi aller chercher dans l'enfance quelle triangulation oedipienne ce patient a mis en place dans ses premières relations. Je vais essayer de voir si certains de ces schémas de pensée, d'angoisse et de comportement se répètent lorsqu'elle me parle de son travail, de ses relations amicales, etc. Donc la théorie va aider à donner du sens et ce sens va orienter le travail. On ne traite plus seulement la rupture, on explore le modèle affectif profond, le schéma relationnel que le patient réactive sans cesse inconsciemment. Remettre en question les croyances et opter pour de nouveaux possibles, etc., etc. Voilà l'articulation. Mon boulot est insupportable. Ça me rend complètement anxieux. Je ne sais plus comment faire pour ne plus en faire toujours plus. Donc là encore, sans théorie, on pourrait parler d'organisation, de gestion du temps, de reconversion, etc. Avec la théorie, d'autres questions apparaissent. Quelle image de soi est engagée dans la performance ? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette incapacité de mettre une limite ? Est-ce que c'est notre patient qui ne se donne pas de limite de façon générale ou est-ce dû à un supérieur dont le fonctionnement plus ou moins pervers fait que notre patient ne sache plus où se trouve sa limite à la base ? Ça pose aussi la question du rapport à l'échec et donc de l'estime de soi et comment est-ce qu'elle est à entendre là-dedans ? Quel idéal impossible à atteindre témoigne d'un écart entre réel et imaginaire chez notre patient ? Quelle dépendance au regard des autres ? Est-il en train de rejouer un schéma infantile où il devait toujours en faire plus pour satisfaire ses parents, etc. Bref, le symptôme devient la porte d'entrée vers un conflit psychique. Quel que soit votre référentiel théorique, vous pouvez utiliser le discours du patient pour entendre un symptôme qui ouvre vers une grille de lecture et que cette grille de lecture, une fois proposée, puisse faire sens, prise de conscience et ainsi aider notre patient à trouver une nouvelle voie de recours à son conflit psychique ou son comportement qui a de lourdes répercussions dans sa vie. Alors en fait c'est très simple, je veux aller mieux. La demande manifeste ou première demande dans le jargon, enlever la souffrance. Ouais, bon, d'accord, mais encore. Là, le clinicien va aussi devoir chercher une demande latente, une demande secondaire. Qu'est-ce que changer ça signifierait ? À quoi est-ce qu'il faudrait renoncer ? Quelle défense serait menacée ? Est-ce que ça va respecter l'écologie du patient ? Est-ce que cette demande respecte un principe de réalité ou est complètement délirant ? Pourquoi notre patient souhaite enlever une souffrance sans qu'il ne sache même d'où elle vient et sur quoi est-ce qu'elle cherche à l'alerter ? Est-ce que ce patient est toujours dans cette demande que l'autre fasse le job à sa place, sans rien en élaborer lui-même ? Est-ce que cette souffrance est le symptôme d'une réelle psychopathologie ou d'un symptôme isolé ? Donc même la demande est analysée, moulinée, contextualisée.
Attention maintenant, en tant que psychologue, on peut vite tomber dans certains écueils et c'est pour ça que je rappelle que nous élaborons des hypothèses et que celles-ci doivent être proposées et discutées avec nos patients. Que nous devons, comme toute hypothèse, au fur et à mesure des séances, les confirmer ou les infirmer. Il y a donc plusieurs dangers. Plaquer une théorie trop vite et ensuite être dans un biais de confirmation pour ne tout voir qu'à travers le prisme unique de notre vision première. Vouloir avoir raison, et là, le patient va vite se rendre compte que vous vous écoutez plus que vous ne l'écoutez lui. Chercher à faire entrer la personne dans une case, or je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez une personne obsessionnelle en face de vous qu'elle ne va faire que être obsessionnelle, que si vous avez une personne schizophrène, elle ne va pas manifester que des manifestations schizophréniques, et qu'une personne dépressive peut aussi être obsessionnelle, TDAH et HPI. Donc on articule la théorie et la pratique pour le sujet et pas pour le diagnostic. Enfin, on peut aussi oublier ce que la personne ressent réellement. Oublier d'entrer en empathie, en résonance et oublier notre propre contre-transfert, mais ça fera le sujet d'une toute prochaine vidéo. En somme, la théorie doit éclairer le psychologue, pas écraser le patient dans sa spécificité. Être un bon clinicien, ce n'est pas celui qui connaît le plus de concepts. C'est celui qui sait au contraire avoir une boîte à outils qu'il sait très bien repérer, qu'il sait très bien saisir et très bien mettre au service de la thérapie de son patient. Après, il y a d'autres ingrédients bien sûr, savoir douter, mais pas trop, ajuster ses outils, mais pas trop, abandonner une hypothèse, mais pas trop vite, rester au plus près de l'expérience du patient et du stade où il se trouve dans l'ici et maintenant. Selon moi, la compétence majeure, ça reste quand même la souplesse de pensée, puisque c'est souvent ce que nous avons à insuffler chez nos patients, retrouver de la souplesse là où ils ont été coincés et qu'ils n'emploient plus que des défenses rigides. L'articulation théorico-clinique, je n'y ai longtemps rien compris. Lors des supervisions, je vois que lorsque les collègues sont perdus avec un patient, c'est souvent parce qu'ils ne parviennent pas à métaboliser le discours brut de leur patient en briques assimilables et pistes de travail. J'en conclus donc que c'est un peu le cœur du métier. C'est ce qui permet de transformer une histoire racontée en compréhension profonde, puis en possibilité de changement. Et ainsi, la théorie est au service de la rencontre humaine, les outils du psychologue au service de l'amélioration de la condition de sujet. Toujours. Ce nouveau numéro de Votre Faire Suivre est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un Votre Faire Suivre tout à fait classique, normal, qui parle de psychologie, de psychothérapie, de psychanalyse, de psychopatho, et j'espère que ça vous aide. Je vais me reconcentrer là-dessus dorénavant. Comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose et que vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez un petit peu aimé la vidéo, donc je vous laisse mettre un pouce, commenter, liker, partager la vidéo, c'est vraiment ça qui va la faire vivre. N'hésitez pas à la partager à des confrères ou des consoeurs. Si vous êtes étudiant en psycho, partagez-la à vos copains ou quoi, parce que l'articulation théorico-clinique, c'est pas évident, mais vraiment, voilà, c'est comment est-ce qu'on arrive à entendre quelque chose de bien précis dans le discours du sujet, comment ça nous fait penser à quelque chose qu'on a appris sur le plan théorique, et comment est-ce que ce truc-là, eh bien, normalement, avec notre patient, on peut lui dire que ça a un effet et un impact sur ses cognitions, sur ses émotions, sur ses comportements, et que donc du coup, voilà, ça peut servir. Je facilite. Donc c'est pas du tout une question de référentiel ou quoi, vous pouvez avoir n'importe quel référentiel théorique, et ben ça marche. Pour ma part, par exemple, quand j'écoute mes patients, tantôt ça va me faire penser à des théories de l'attachement, tantôt ça va me faire penser à des théories cognitives et comportementales. La plupart du temps, bien évidemment, puisque c'est mon outil de prédilection, ça va être tout ce qui est la théorie psychodynamique, etc., etc., mais ça peut aussi être vraiment d'autres champs. Et c'est pour ça que un psychologue qui est intégratif, souvent en supervision, me dit ouais, mais en fait, je sais pas si je maîtrise assez bien les outils, j'ai l'impression que j'en connais que quelques-uns et tout, mais en fait, c'est pas ça qui est important. Être psychologue intégratif, c'est pas de connaître tous les outils, c'est qu'on puisse avoir un outil adéquat
un peu pour chaque situation. Voilà, c'est la question de la caisse à outils qui me semble vraiment importante. Il faut qu'elle soit suffisamment étoffée, qu'on connaisse suffisamment bien ses outils. Après, que ça pioche à droite à gauche, on s'en fout. Bref, n'oubliez pas que en description, vous avez tout un tas de liens pour pouvoir soutenir la chaîne, soit via Tipeee, soit en vous procurant un de mes livres, soit, eh bien, je ne sais pas quoi d'autre. Donc je remercie les tipeurs très chaleureusement. D'ici la prochaine vidéo, prends bien soin de toi et n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.